Oh, salutations humains. What did you expect? Schweppes. Premièrement, pourquoi ce sujet? Bah c'est déjà une bonne question. Gros pervers, alors oui, mais pas que. Les produits pornographiques sont partout. Et le règlement de la culture geek d'internet stipule dans son article 34 « Tout ce qui existe sur internet aura sa parodie pornographique, suivi d'une règle 35 qui accentue le tout par « Et si elle n'existe pas, elle arrivera. Et si c'est toujours pas le cas, tu te dois de la faire. » Et ces règles se vérifient assez simplement. 12% des sites internet sont à ce but. Toutes les 39 minutes, aux États-Unis, il y a une nouvelle vidéo. Actuellement, on est sûr que plus de 50 personnes sont en train de se faire plaisir, et à tout moment de la journée. Mais alors, pourquoi la pornographie est toujours aussi mal vue? Comme le montre ma définition du Larousse 2008. Représentation complaisante de sujets, de détails obscènes dans une œuvre artistique. Obscène, c'est un grand mot pas très sympatoche, qui blesse ouvertement la pudeur par des représentations d'ordre sexuel. Aïe, mon doigt. On va tenter d'en faire une définition simple. La pornographie est donc une œuvre artistique, se servant de la littérature, du cinéma, de la sculpture, et je dirais même plus que l'histoire des arts est souvent suivie par la pornographie. Petite anecdote, des représentations théâtrales pendant l'époque romaine et grecque pouvaient être organisées par des esclaves pour donner un peu de pêche à l'orgie qui se préparait. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein. Ensuite, on sait qu'elle fait jouer des sujets, des acteurs, des modèles, hommes, femmes, chèvres, et tout cela dans un but sexuel. Je dirais même plus, dans le but d'exciter le consommateur et de l'entraîner vers un plaisir sexuel. Ah, et j'ai enlevé le côté blessant du mot obscène. Maintenant qu'on en a une bonne définition, on va pouvoir se poser notre deuxième question. La pornographie étant un stimulus à un acte sexuel, et qu'elle est aussi ancrée dans nos vies et dans notre culture, est-ce qu'elle ne pourrait pas nous permettre à en comprendre plus et ou à appréhender le fonctionnement de notre société et de notre organisme? Bon, la réponse est oui, parce que sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et commençons par quelques chiffres. Des statistiques sur l'utilisation de pornographie ont été menées en 2006 aux États-Unis, et depuis chaque année, il y a des chiffres qui ressortent sur l'utilisation de ces produits. Un exemple de chiffre intriguant est le sex ratio. En effet, un tiers des consommateurs sont des femmes, et je ne suis pas surpris en mode « Oh mon dieu, il y a des femmes qui se font plaisir », mais plutôt, pourquoi il n'y a pas de pariété à 50%? Bah les hommes sont des chauds lapins, hein, c'est pour ça. Peut-être, mais je pense qu'il y a plusieurs façons de présenter les choses. Serait-ce une représentation de notre culture historiquement patriarcale, où la gentille fille à papa devait être douce et pure, et où les BG avoir le plus grand des harems? Oui, bah ça change pas que le fait que les hommes ce soient des gros chiens. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Et ça non plus c'est pas faux. D'après une étude de l'université d'Ohio, les femmes penseraient tous les 50 minutes au sexe, et les hommes tous les 28. Yeah! Et ces chiffres, même si la différence sont peu énormes, comme... non, je voulais dire dramatisante, on peut faire le parallèle entre nos statistiques et l'étude d'Ohio, présentant le fait que les femmes auraient moins besoin d'avoir un acte sexuel que les hommes. Alors bon, on n'est pas là pour répondre à ces questions, parce que sinon le débat serait beaucoup trop long, mais ça a au moins le mérite de montrer que le porno peut nous faire vraiment poser des vraies questions. Et on va continuer avec l'âge moyen de la première utilisation, du premier visionnage, se déroulant environ vers 11 ans. Avec Internet de plus en plus rapide, on peut comprendre ces chiffres. Internet serait le seul coupable à la dépravation de nos bambins. Mais non. Moi j'aime bien faire des corrélations, donc pas de causalité. Ou s'il y en a, bah c'est bien. Mais il n'y a pas forcément d'avoir. L'âge moyen du premier visionnage étant à 11 ans, c'est aussi le cas du début de la puberté. 11 ans je crois. Oh. Et si le jeune homme, quittant son enfance pour rejoindre
une période de trouble mental et ou corporel, l'enfant qui se retrouve face à sa propre image, à la recherche de soi, et aussi à l'arrivée de sensations qu'il ne connaissait pas. Attention, ici je parle des garçons, et non des filles. L'âge de la puberté pour une fille étant vers les 9 ans. Bref, avec la première possession d'un objet connecté, les discussions entre amis, et la recherche de ce fameux soi, la poussée vers les produits pornographiques va avoir lieu. Oui, non, parce que dire que c'est que Internet qui est le coupable de... voilà pourquoi l'enfant irait avoir des images du plaisir de la chair, voilà, il n'y a pas qu'Internet, parce qu'il faut arrêter avec le dramatisme de la mondialisation connectée. C'est pas ça le problème. Oui, la consommation de la pornographie est poussée par la puberté, et c'est même présenté par les consommateurs eux-mêmes. 70% des consommateurs ont moins de 24 ans, donc entre 11 ans et 24 ans du coup. Et on peut dire que c'est un âge de la fin de l'adolescence, sans prendre trop de risques. Et souvent la fin des études, le début du travail. Et le travail, ça donne moins envie. Après ça dépend de la patronne. Et c'est un âge aussi où souvent on commence à se mettre en couple. Ça marche aussi, oui, ça marche aussi. 24 ans serait l'âge où on quitte le cocon familial pour se mettre en concubinage avec un partenaire. Donc, plus besoin des anciennes occupations. J'ai bien conscience que je pousse mes parallèles à leur maximum. Mais c'est dans un but de présenter tout ce que les statistiques sur la pornographie peuvent nous aider à comprendre nos vies. Mais maintenant, concentrons-nous sur le vif du sujet. Et allons voir ces recherches qui se basent entièrement sur la pornographie. Alors, j'aimerais faire un rapide aparté du côté de nos amis les bêtes. Yes! De la zoophilie! Dans les années 70, un chercheur, Geoff Parker, se lance dans la recherche sur la compétition spermatique. La compétition spermatique est une technique de reproduction pour s'assurer une descendance par le mâle. Je pense que spermatique, vous avez déjà donné la puce à l'oreille. Et en parlant de puces, y a des puces en fait qui bouchent les voies vaginales de leurs femelles en utilisant un béton naturel qu'ils produisent par eux-mêmes. En plus de ça, certains ont développé un pénis en forme de tire-bouchon pour pouvoir pénétrer la femelle de partout. Wow! J'en veux un! Des spermes sont munis de cellules exterminant les autres cellules d'un autre individu. Une vraie guerre vaginale, mon capichef! Les études ont ensuite été portées chez les mammifères, et non, nous n'avons pas de sperme de guerre. Mais il y aurait une augmentation du volume de sperme pour diluer la semence des autres mâles dans la femelle. Et ainsi de suite augmenter les chances de reproduction. Et on a aussi observé chez les rongeurs le schéma de l'excitation. On pousse littéralement des souris à la masturbation. En effet, on les a mis dans des boîtes où il y avait des hormones et des phéromones du sexe opposé, et on a alors observé de l'excitation dans leur cerveau. Ah ça ressemble un peu à de la pornographie, Oui, car si nous, les humains, notre sens le plus développé est la vue, c'est pour ça que quand il y a des images, t'as la trique. Chez la souris, c'est l'odorat. Alors, porno pour rongeurs, bon d'accord, je cherche la petite bête. Et ça c'était très intéressant, parce que ça nous a permis à faire un schéma de l'excitation, que ce soit chez les femelles ou chez les mâles, et d'en comprendre le plus sur la mise en place d'un coït. Excitation, plateau, orgasme, résolution. Ensuite, on va se pencher, c'est nos cousins, les grands primates. Se pencher? Non mais je me suis compris. Le plaisir sexuel à un but non reproducteur n'est pas très répandu dans le monde animal. Mais c'est pas pourtant qu'il n'existe pas. Et les grands primates l'ont bien compris. Le sexe fait partie intégrante de l'organisation sociale de leur groupe. Chez les gorilles, 3 cm. C'est un mâle alpha qui contrôle la meute, qui contrôle son harem. Harem suivi souvent par d'autres petits mâles qui parfois tentent leur chance. Chez les bonobos, 5 cm, qui l'acte sexuel a une importance capitale dans la structure sociale de leur groupe. En fait, quand il y a un problème, à la place de se bagarrer, on fait l'amour. D'où la fameuse citation de « Faites l'amour, pas la guerre ». Ah, et les relations sont hétérosexuelles comme homosexuelles. Et pour finir, avec nos ascendants les plus proches, les chimpanzés. 7 cm. C'est tellement des gros pervers qu'ils utilisent des crapauds qui les suivent partout comme vaginettes. Oui, comme vaginettes. C'est des gros dégueulasses. Et du coup, chez l'homme, 13. Pourquoi depuis tout à l'heure tu dis des longueurs? Ah, c'est les tailles des espèces que tu as citées. Les tailles de sexe. Ah,
Bon bah d'accord, bon bah... La compétition spermatique chez l'homme du coup. Mais comment étudier la compétition spermatique chez l'homme? On va pas demander à des couples de récupérer leurs produits de leurs ébats, et on va pas non plus ensuite aller leur demander d'aller participer à des orgies. Bon, encore une fois vous avez deviné parce que sinon il n'y aurait pas de lien avec le sujet de la vidéo. Exactement, une équipe de joyeux chercheurs australiens se sont lancés comme projet de comprendre la compétition spermatique en utilisant le porno. Et une expérience, ça commence par les cobayes. On demande à 52 hommes hétérosexuels, âgés de 18 à 35 ans, de ne participer à aucune action pouvant entraîner un éjaculat, sous les 48 heures. Par contre, on leur demande de faire quand même une activité sexuelle avant les 6 jours. On va ensuite diviser le groupe en deux. Un va regarder un type d'image et un autre va regarder un autre type d'image. Et on récupérera leur éjaculat. On va présenter à tous, par contre, un threesome. Ils sont 3 fois déprimés. 3 sommes déprimés. Comme moi avec cette blague. Un des groupes aura un threesome de 2 hommes et une femme, et l'autre aura un groupe de 3 femmes. Alors, c'est quoi les hypothèses de base? Eh bien, on va essayer de prouver qu'il y a compétition spermatique chez l'homme. Donc, le témoin, entre guillemets, sera le threesome avec 2 hommes et une femme. Ici, les chercheurs vont rechercher en fait à prouver que l'éjaculat serait plus volumineux et que les spermatozoïdes seraient plus actifs, en augmentant le nombre de mitochondries dans leur cytoplasme. Ça fait qu'ils sont plus actifs. Ils rajoutent à cela en plus que la surproduction d'éjaculat et l'activité augmentée des spermatozoïdes augmenterait le plaisir. Conclusion, la compétition entraîne plus de plaisir. Et bien sûr, inversement pour le threesome avec 3 femmes, qui là, du coup, étant donné qu'il n'y a pas de compétition, moins d'éjaculat, les spermatozoïdes seront moins actifs, et moins de plaisir. Voilà pour les hypothèses, mais du coup, ont-elles été prouvées? Non! Les résultats de la première et de la deuxième expérience n'ont pas du tout prouvé les hypothèses. Ils ont peut-être même prouvé l'inverse. En effet, les threesomes 2 hommes, une femme, eh ben, les hommes produisent moins d'éjaculat, inversement à l'hypothèse qu'ils avaient prévue. Alors oui, les spermatozoïdes seraient un peu plus actifs, mais même là, les chiffres ne sont pas assez représentatifs scientifiquement pour poser cette hypothèse. Et pour en revenir à la compétition qui donnerait plus de plaisir, bah c'est pas vrai. Si c'était le cas, quand on regarderait les statistiques, on remarquerait que les threesomes seraient les plus regardés, avec plusieurs hommes et une femme. Et c'est pas le cas. Ce qui est plus recherché, ce sont des coïts habituels entre 2 individus de sexe opposé, mais avec une certaine relation familiale. Bon, l'expérience n'a pas été pourtant inutile. Elle a permis de prouver en fait que l'homme était un gros flemmard et qu'il produisait moins de sperme quand il était en compétition. Mais aussi on peut se poser la question de pourquoi. Est-ce parce que il a l'habitude d'être en société? Je rappelle que le chimpanzé et le bonobo, qui sont nos plus proches descendants, ont l'habitude de faire des orgies. Et maintenant, du coup, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de compétition spermatique? Et encore là, je vais exposer quelque chose rapidement. Dans mes dernières recherches, je suis tombé sur la jalousie, qui serait en fait un comportement de compétition spermatique, entre guillemets, qui permettrait de garder la femelle. Oui, parce que quand un mâle perd sa femelle, il perd beaucoup. Alors qu'une femelle peut aller voir partout ailleurs, ça ne lui changera rien pour elle. Et on peut coller ça à l'image des fameux harems du gorille. Enfin bref, le porno nous a permis à nous ouvrir à des questions sur notre société, sur nos vies, sur notre organisation, sur notre organisme. Que ce soit en observant les statistiques ou en mettant en place des recherches hors du commun, la pornographie, derrière sa définition mal connotée, et pourtant, dans nos vies, nos programmes télé, dans notre organisation de notre journée, dans notre recherche de soi-même, et sur internet, la pornographie n'est pas à rejeter. Elle n'est pas non plus à accepter totalement, n'allez pas faire ça en plein milieu d'un lieu public, mais je pense qu'elle n'est pas à rejeter non plus. On reviendra peut-être un jour sur... Allez, je vous laisse à vos occupations. Moi j'ai quelque chose à faire, surtout restez libre, mais chez vous. Pougnette!